Il faut de la pédagogie, il faut dire la vérité, il faut dire que cette constitution-là présente des difficultés de mise en œuvre. Des difficultés de mise en œuvre. Il faut leur expliquer, il ne faut pas leur imposer, parce que c'est le souverain primaire. Il faut expliquer en quoi certaines dispositions de la Constitution rendent le pays non fonctionnel, rendent les institutions non fonctionnelles, inefficaces. Il faut le leur expliquer. Autrement dit, il faut prendre le temps. Ce sont les dispositions constitutionnelles qui nous empêchent d'avoir des belles routes, certaines l'eau et dispositions, l'électricité, oui, des bonnes écoles, des bons hôpitaux. C'est la Constitution. Certaines dispositions. Les débats au pays de Félix Tshisekedi restent dominés par les débats autour du changement de la Constitution, bien sûr. La rue et les salons UP en parlent et chacun y va de sa manière. Mais entre les pros et les changements, entre les pros et les anti-changements de la Constitution, il y a les camps des républicains, c'est-à-dire de ceux et celles qui pensent à l'avenir du Congo. Nous vous invitons à découvrir l'un d'eux, bien sûr, dans cette nouvelle édition des Anges. Il s'appelle Monsieur Léon Ngoulou, troisième du nom. Bienvenue dans Enjeu. Ça fait un bail, mais très heureux de vous retrouver. On s'installe d'abord. Ngoulou, troisième du nom, philosophe, ingénieur agronome et ancien coordonnateur intérimaire du mécanisme national des suivis de l'accord cadre d'Addis Abeba. Encore une fois, bienvenue. Merci, John. On ne nous attend plus parler de vous. Qu'est-ce que vous êtes devenu? Vous savez, dans la vie, on a beaucoup de perspectives, d'évolution, de progression. Et actuellement, je suis sur un certain nombre de projets qui ne sont pas nécessairement des projets politiques, mais je suis toujours disponible pour donner quelques éclairages sur l'actualité. On n'a pas entendu parler de vous jusqu'à ce que je vous invite. Pourquoi je vous ai invité? Parce que j'ai lu dans la presse un article signé Léon Ngoulou qui défraye la chronique, en tout cas, feu vert à Félix Tshisekedi pour une reconstitution de l'État en faveur d'un nouvel avenir de la RDC. Monsieur Léon Ngoulou, feu vert à Tshisekedi pour changer de constitution, c'est ce que vous voulez dire? Non, je n'ai pas parlé de changement de constitution, j'ai parlé de reconstitution. Ça, c'est un mot français, hein? Non, c'est un jeu de mots pour dire simplement que cette constitution doit quand même subir quelques retouches. En fait, le président de la République a l'initiative. Il a l'initiative de la révision de la Constitution, le Conseil des ministres aussi, le Parlement, une fraction de la population, 100 000 Congolais. Mais le président de la République, en faisant valoir cette prérogative, a annoncé à Kisangani qu'il avait l'intention de soumettre aux Congolais une réflexion, et moi je m'associe directement, immédiatement à cette réflexion. Alors le président de la République a l'initiative, et ça doit nous faire réfléchir. Et moi j'ai réfléchi, évidemment... à l'initiative de la révision ou du changement. J'aimerais vraiment qu'on plante les décors. On ne parle pas de changement. Et qu'il n'y ait pas d'amalgame. Non, on ne parle pas de changement dans la... On parle de reconstitution. Non, ça c'est moi qui dis qu'on parle de reconstitution, parce qu'on doit effectivement reconstituer l'État congolais qui, comme vous le savez, montre quand même un certain nombre de faiblesses dans son fonctionnement, notamment depuis cette fameuse constitution de 2006
qui a été déjà révisée en 2011, mais on voit quand même qu'à l'usage, il y a quand même certains points qui posent problème. Donc le président de la République a fait valoir sa prérogative et il nous invite à réfléchir. Et donc j'ai fait une proposition, des propositions pour que les choses aillent dans la bonne direction et pour que tous les Congolaises, toutes les Congolaises et tous les Congolais réfléchissent ensemble. Donc, d'après M. Léon Ngoulou, il ne s'agit pas du changement, que les choses soient claires. Mais je n'ai pas entendu le président de la République parler de changement. Oui. J'ai entendu le président de la République souligner un certain nombre de failles. Il a utilisé l'expression faille, il a utilisé cette expression, et donc ces failles, il faut évidemment qu'on les examine et qu'on les rencontre, qu'on voit ensemble dans quelle mesure et comment on peut remédier à ces failles. Alors, M. Léon Ngoulou, découvrons ensemble les fonds de votre pensée dans cet article. Quelles sont ces failles qui militent en faveur de cette reconstitution? Bon, le président de la République lui-même a parlé de certains articles, il les a cités, par exemple l'article 217. C'est sa lecture. Mal interprété. C'est lui qui a parlé notamment de cet article. Mais il y a d'autres points qui sont, je pense même, encore beaucoup plus fondamentaux dans cette Constitution, qui, au niveau de la rédaction, posent un certain nombre de problèmes. Vous verrez, par exemple, que dans le texte de cette Constitution, on parle d'entités décentralisées, subitement. On en parle à l'article 3. Mais nulle part, on a dit dans la Constitution que la forme, l'organisation de l'État est décentralisée. On ne le dit pas. Donc l'article 1er de la Constitution devrait dire, n'est-ce pas, doit préciser la forme et l'organisation de l'État. Si ce n'a pas été fait, déjà tout ce qui suit est bancal et tout ce qui suit est sujet à réflexion et à révision. Donc ça, c'est un point très important. On ne sait pas exactement pourquoi, à l'article 3, on parle d'entités territoriales décentralisées, et ces entités territoriales décentralisées, sans dire que la République a pour forme et pour organisation, notamment l'organisation, la décentralisation. Donc ça, c'est un véritable... Ça pose un problème sérieux. On a l'impression, quand on lit cette Constitution, enfin, moi je suis philologue, oui. Je suis spécialiste des textes, de l'analyse des textes, mais quand on lit la Constitution de 2006, révisée en 2011, on a l'impression qu'il y avait comme des tiraillements au niveau de la rédaction, avec une insistance que j'ai trouvée suspecte pour parler de ces entités territoriales décentralisées, et toujours en insistant sur leur libre administration, leur autonomie de gestion, de manière vraiment avec beaucoup d'insistance, et sans même que l'article 1er le prévoit. Comme vous le savez, la Constitution, c'est un acte fondateur qui détermine les organes, qui organise le fonctionnement de l'État, n'est-ce pas? Et vous verrez que dans la plupart des constitutions, l'article 1er le dit, le précise. En face à Brazzaville, chez nos frères d'en face, on vous dit à l'article 1er que l'organisation est décentralisée. C'est dit comme ça, directement. On ne peut pas le découvrir au fil du texte qu'il y a des entités décentralisées sans avoir précisé dans l'organisation de l'État que, à l'article 1er, notamment, que c'est décentralisé. Dès l'entame, cette notion doit être claire. Il faut le dire. Vous allez en France, pareil, c'est le même régime que nous, semi-présidentiel, donc un parlementarisme rationalisé. L'article 1er le dit, que l'organisation de l'État est décentralisée. En général, dans les constitutions, vous avez de prime abord, donc comme on dit, in limine, expressis verbis, donc ça doit être dit, la forme de l'État, n'est-ce pas? Et son organisation doivent être dites. Quand vous allez dans le préambule de 4 lignes de la Constitution américaine, et même dans l'article 1er, vous découvrez immédiatement que les États-Unis, c'est une union. On vous le dit. Dans la Constitution... Un État fédéral. Union. Eux ne disent pas que c'est un État fédéral. La Constitution parle d'une union d'États. La Constitution allemande, article 1er, vous dit que c'est une fédération. La Constitution suisse vous dit que c'est une confédération. Le peuple et les cantons sont en confédération. Les cantons sont
réunis donc, dans une confédération. Vous allez dans une constitution bien rédigée, doit directement donner le régime, donc la forme et l'organisation. Si vous allez en Chine, vous allez apprendre que c'est une république socialiste, que c'est une dictature populaire, n'est-ce pas? On le dit tout de suite. Il y en a qui disent, par exemple, d'autres constitutions disent c'est une république islamiste. On vous le dit d'emblée. Que ces détails viennent au début, au milieu, tout comme à la fin, ça ne change pas l'esprit de cette constitution. Si, ça change tout parce que le peuple congolais, donc le peuple congolais adopte et le peuple congolais doit savoir, doit avoir à l'esprit l'organisation de l'État et son fonctionnement. Et si ce n'est pas le cas, c'est qu'il a été mal informé. Parce que ce que nous constatons dans cette constitution, c'est qu'il y a des entités territoriales décentralisées qui apparaissent. On nous dit que c'est la ville, la commune, je crois, les secteurs, chefferies, etc. Mais il n'y a aucun titre, par exemple, de la Constitution qui parle expressément de cela. Ça, c'est une chose. En France, par exemple... La Constitution est toujours complétée par des lois organiques. Non, ça ne se passe pas... La Constitution ne peut pas tout reprendre. Non, ça ne se passe pas... Non, sinon, ça sera des tomes et des tomes. Non, ici, ce n'est pas un détail. Ici, la forme de l'État, c'est-à-dire, c'est une république, ou bien une monarchie constitutionnelle, ou une monarchie parlementaire, ça doit être explicite. Et son organisation. Donc, si vous ne le dites pas, vous ne pouvez pas avoir une constitution qui vous dirait, par exemple, qui ne vous dit pas d'emblée que c'est une fédération, et puis vous avancez dans le texte et vous découvrez qu'il y a des États fédérés. Ils ont été fédérés comment et quand et par qui. Donc ici, on vous parle dans cette constitution d'entités territoriales décentralisées. Elles ont été décentralisées quand et par qui? Puisque ce n'est pas prévu dans l'organisation. Il y a la décentralisation. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne peut pas se passer comme ça. Ça ne peut pas se passer comme ça parce que là, nous sommes dans le fonctionnement et l'organisation de l'État. Donc ça doit être dit directement. Ça, c'est déjà une grande lacune au niveau de la légistique, c'est-à-dire la rédaction de la Constitution. Parce qu'en fait, l'importance de ce point, c'est que tout le fonctionnement de l'État en dépend. Si on est fédéral, c'est différent. Si on est décentralisé, c'est différent. Donc, il faut absolument bien comprendre que l'organisation de l'État, si elle n'est pas explicite, et c'est ce que le président de la République a remarqué, parce qu'il a dit il y a des failles, il y a des problèmes dans le fonctionnement de cet État. Vous voyez bien que les provinces ne sont pas fonctionnelles. Et en plus... Et ça, c'est à cause de la Constitution. Non. Si les provinces ne sont pas fonctionnelles, regardez, faute à la Constitution. Non, regardez, la décentralisation ne fonctionne pas. La décentralisation ne fonctionne pas pour la simple et bonne raison que nous ne sommes déjà pas au niveau de choisir la décentralisation comme organisation de l'État. Parce que la décentralisation suppose des moyens, un niveau de production que nous n'avons pas. Ouais. Vous voyez bien que toutes ces provinces, elles comptent sur l'État central qui doit envoyer, et puis il n'y a pas de caisse de péréquation, donc il y a toute une série de problèmes. Et alors, au niveau même de la légistique, au niveau de la rédaction du texte, ce que nous constatons également, c'est que, par exemple, on vous dit les provinces et les entités territoriales décentralisées. Mais alors, que sont les provinces? Elles sont décentralisées ou pas? Quand vous allez dans la Constitution française, on vous parle des collectivités territoriales, donc l'équivalent de ce que nous appelons les entités décentralisées, parce que la France, l'organisation de la France, c'est la décentralisation, c'est décentralisé. Mais on vous dit qu'il y a les régions. On vous dit qu'il y a les régions, les départements, les communes, les villes, etc. On vous les énumère. Mais ici, donc l'équivalent des provinces, en France, c'est les régions. Mais ici, on ne dit pas que les provinces sont décentralisées. On ne le dit pas dans la Constitution. Ce n'est pas clairement défini. Non, ça n'est même pas dit. On parle des provinces et des entités territoriales décentralisées. Mais ces entités territoriales décentralisées, elles sont où? Géographiquement, elles sont dans les provinces. Donc, il y a au niveau de la rédaction, il y a beaucoup de précisions à apporter quant à l'organisation de l'État. Et surtout, j'insiste encore sur le fait qu'on a l'impression à la lecture, d'une insistance excessive sur l'autonomie, la libre administration, l'autogestion, l'autonomie de gestion, etc. Et en quoi cette insistance vous dérange?
Elle dérange parce Vous la qu'elle donne... trouvez suspecte? Oui, parce qu'elle donne l'impression d'un séparatisme planifié. C'est l'impression qu'on a. Et aujourd'hui, soyons clairs, on est entre nous Congolais, on peut le dire clairement. Quand vous voyez le fonctionnement des provinces aujourd'hui, si vous n'êtes pas du Congo central, si vous n'avez pas de chance, aucune chance d'être élu, ou très peu. Alors qu'auparavant, on nommait des gouverneurs de n'importe quelle province, on était tous des Congolais, on ne faisait même plus attention aux ethnies et aux origines. Ça, c'était la belle époque du maréchal Mobutu. Voilà, tandis qu'aujourd'hui, on a vraiment le sentiment que tout a été fait, tout a été mis en œuvre pour que ces provinces se sentent de plus en plus autonomes, de plus en plus libres, et réclament de plus en plus d'autonomie de gestion. Vous voyez ? Je vais vous donner le cas de la Constitution italienne, qui le dit aussi dans son article 1, que l'organisation de la Constitution italienne dit, dans de l'État italien, il s'agit de la mise en œuvre d'une décentralisation la plus large possible. On le dit comme ça, la mise en œuvre d'une décentralisation. La mise en œuvre, vous voyez, parce que c'est pas acquis, c'est pas quelque chose qu'on a comme ça du jour au lendemain. On ne se réveille pas avec une décentralisation. La décentralisation, c'est un très long processus. Ça suppose des capacités administratives, des capacités financières, donc qui sont liées à la production des territoires que nous n'avons pas. Donc nous avons un certain nombre de soucis. Parce que le point que le président de la République, Félix Tshisekedi, a soulevé par rapport à cette question, c'est que l'État ne fonctionne pas bien. Il l'a relevé, et lui qui est au sommet de l'État, il voit les difficultés. Demandez au ministre des Finances, moi-même j'ai travaillé au plus haut niveau, on voit que les provinces sont en difficulté. On voit que ça ne fonctionne pas. Cette décentralisation ne fonctionne pas. Parce que nous ne sommes pas encore arrivés à ce stade-là. Normalement, nous devons nous limiter au stade de la déconcentration. Donc, où est-ce que vous voulez en venir? Qu'on supprime la décentralisation? Mais écoutez, c'est quoi les fonds de si votre on ne pensée? parvient pas, je dis ceci. Oui. Parce que la décentralisation a montré ses limites, ou ne fonctionne pas bien. Elle ne fonctionne pas. C'est une raison de réviser, de réfléchir en tout cas, oui, sur des solutions. Pour aboutir à quoi? Pour aboutir à savoir quelle est la meilleure organisation possible à notre stade. Laquelle d'après M. Ngoulou? D'après moi, on doit plutôt appliquer la déconcentration. Mais c'est-à-dire la déconcentration, c'est-à-dire qu'on délègue, c'est le pouvoir central, n'est-ce pas? Ce sont les décisions du pouvoir central qui sont appliquées dans les provinces par des représentants dans les provinces. Donc en gros, c'est à peu près ça. Donc on peut imaginer des gouvernements provinciaux, on peut les imaginer, mais des gouvernements provinciaux qui appliquent les décisions du gouvernement central à notre stade de développement pour assurer l'équilibre et l'harmonie. Vous voyez? Donc aujourd'hui, nous avons des provinces qui sont totalement improductives. Ouais. Il y a des provinces qui ne produisent rien. Sauf 2 ou 3. Et oui, 2 ou 3 provinces qui font vivre tout le pays, et ces provinces qui ne produisent rien, excusez-moi, sont en difficulté parce que ce qu'elles reçoivent tous les mois, c'est quoi? C'est les frais de fonctionnement. Et ce qu'on voit dans les provinces, c'est que les gouverneurs ont des jeeps, les ministres ont des jeeps, les députés provinciaux, et puis il ne se passe rien. La production est très faible. Quand je parle de la production, c'est que je voudrais profiter de l'occasion pour rappeler aux téléspectateurs que sous la colonie, par exemple, un territoire, c'est une région, un territoire, c'est, si vous voulez, une région qui doit produire quelque chose. Sous la colonie, on fait un territoire pour produire. Vous allez à Bumba, c'est le riz. Vous allez ailleurs, ce sera c'est un ingénieur agronome qui part. Voilà, vous allez ailleurs, ce sera le coton. Ailleurs, ce sera les mines. Ailleurs, ce sera... Mais chaque territoire sous la colonie avait une vocation. Il devait produire. Et s'il ne produisait pas, il ne recevait pas les équipements en échange. Et l'administrateur était sanctionné, l'administrateur de territoire. Mais aujourd'hui, on a des entités qui sont là, comme ça, juste des rassemblements de personnes. Inutiles. Non, ce sont des rassemblements de personnes, mais qui sont improductifs. Voilà. C'est totalement improductif. Il y a des territoires qui ne produisent rien. Mais c'est des territoires qui contiennent une population, et puis on doit nommer un administrateur de territoire, on doit nommer des équipes, etc., des démembrements de l'État, et il faut les payer, et il n'y a aucune espèce de production qui en sort. Donc ça, c'est au niveau
de ce que le président de la République a relevé comme difficulté dans le fonctionnement de l'État. Difficulté dans le fonctionnement de l'État. Pourquoi? Je viens de le dire, parce que la décentralisation ne peut pas fonctionner actuellement avec les ressources de la RDC propre. Ça, c'est une raison, fonctionnelle. Mais la raison fondamentale, il y a une raison fondamentale aussi, ça, c'est la raison constitutionnelle. Il faut regretter que dans l'article 1 de la Constitution, on ne dit pas que la République démocratique du Congo est un État décentralisé. Alors, dans les articles suivants, d'où tient-on qu'il y a des entités territoriales décentralisées? D'où le tient-on? Donc, nulle part dans cette Constitution, on les dit. Non, on ne dit pas, oui. On ne donne... l'État a une forme et une organisation. Oui. On ne dit pas que l'État est décentralisé, mais quand vous avancez dans votre lecture, vous découvrez qu'il y a des entités... C'est un État décentralisé. Oui, vous découvrez qu'il y a des entités territoriales décentralisées. Mais ce n'est pas prévu dans l'organisation de l'État. Donc, ça pose un sérieux problème. Bon. Et je vous ai dit, la France consacre, qui est un État décentralisé, consacre tout un titre, donc ça dit tout un chapitre, le titre 2, je crois, ou le 2 ou le 3, aux collectivités territoriales, pour expliquer leur vocation et expliquer leur fonctionnement. Tandis que chez nous, nous n'avons rien de tel. Et je vous donne un autre cas, par exemple. À l'article 98 de la Constitution, on parle pour une seule fois, pas deux, pas trois, d'entités administratives décentralisées. On ne sait pas d'où ça vient. Je ne sais pas si vous avez une constitution en face de vous. Ça sort de nulle part. Ça sort de nulle part, une entité administrative décentralisée. Mais on ne l'a qu'une fois dans la Constitution. Alors, qu'est-ce que c'est que cette entité administrative décentralisée? On n'en sait rien. Donc, vous voyez, on ne comprend pas de quoi il s'agit. Alors, je crois qu'il faut réécrire la Constitution. Il faut corriger. L'article 97, le 98. 98. Oui. Durant leurs fonctions, les présidents de la République et les membres du gouvernement ne peuvent pas eux-mêmes ou par personne interposée ni acheter ni acquérir. Non, je ne sais pas si c'est ça, c'est pas l'ancienne Constitution. Mais bref, je pense que c'est l'article 98. Si je ne me trompe, je peux me tromper, mais en tout cas, vous trouvez un article dans la Constitution qui parle d'entités administratives décentralisées, sans dire Oui, c'est l'article 98, voilà, alinéa 2 maintenant. Voilà. Ils ne peuvent prendre part directement ou indirectement au marché public, voilà, au bénéfice des administrations ou des institutions dans lesquelles les pouvoirs centraux, les provinces et les entités administratives décentralisées ont des intérêts. D'accord, mais qu'est-ce que c'est? Entité administrative décentralisée. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ces entités administratives décentralisées? Il faudra peut-être aller lire d'autres textes. Et l'expression d'autres textes réglementaires. Non, l'expression ne revient qu'une fois dans la Constitution. Entité administrative décentralisée. Une seule fois. Qu'est-ce à dire? Qu'est-ce à dire? Les autres fois qu'on a entité et décentralisée, c'est entité territoriale décentralisée. Ici, c'est administratif. Oui, on ne sait pas pourquoi ça apparaît. Donc ça, c'est une anomalie. Bon, il y en a d'autres. Il y a d'autres problèmes. Même pour la révision, le passage, par exemple, on doit revenir à 2 tours. Oui. Oui, parce que je pense, c'est mon avis. Mais les 2 tours, on dit que non seulement que c'est budgétivore, mais c'est séparatiste. Ça divise les Congolais. C'est le contraire. Il y a 2 camps, tantôt c'est Est, Ouest, Nord, Sud. Ah non, 2 tours, c'est tout le contraire. On l'a connu avec Jean-Pierre Bemba et Joseph Kabila. Non, pas du tout. 2 tours, c'est tout le contraire. 2 tours, ça assure, ça renforce la cohésion nationale puisqu'il faut nouer des alliances. Donc vous devez nouer des alliances avec les autres partis politiques. Donc ça assure, ça renforce. Nouer les alliances avant les élections. Et même pendant, entre les 2 tours. C'est ça qui assure la cohésion nationale. C'est ça qui est très important. Parce que à ce moment-là, vous devez chercher à avoir des alliés. Oui, des alliés. Et ça, c'est très intéressant. C'est important. Et en plus, le scrutin à 1 tour, il est tout à fait anormal dans la théorie électorale. Pour un scrutin uninominal, c'est mauvais. C'est très mauvais parce que... Surtout à ces niveaux-là. Oui, parce que c'est comme un coup près et ça favorise évidemment toujours celui qui est en place parce que c'est lui qui a les leviers et tout ça, si vous voulez. Bon,
il ne va pas faire les élections. Enfin, On la ne fait pas CENI... son lit, on ne fait pas son lit pour son rival. Non, mais la CENI, qu'est-ce que vous voulez? On l'a vu. Il n'y a qu'un tour. Bon, il est là, quoi. Il a gagné. Qu'est-ce que vous Point voulez? barre. Bon, on est entre Congolais, on se comprend. Bon. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les deux tours sont très importants. Et puis, il faut aussi, par exemple, repenser le rôle du Sénat. Carrément les supprimer, peut-être. Je ne dirais pas le supprimer, mais le réorienter dans l'accompagnement, l'encadrement et le contrôle des provinces. Ça, ce serait une vraie mission aussi pour le Sénat qui actuellement fait doublon. D'ailleurs, les Sénats est l'émanation des provinces. En plus. Oui. Mais il doit vraiment surveiller davantage les provinces et ce qui s'y passe et ce qui s'y fait. C'est une proposition. Hein. Il y a beaucoup de choses qu'on doit modifier. Par exemple, on voit que l'IGF dépend du président de la République. C'est tout à fait anormal au vu du principe de la séparation des pouvoirs. Hein. Donc, ce n'est pas la faute de Félix Tshisekedi. Ce n'est pas lui qui a ramené l'IGF qui était aux finances, qu'il a ramené à la présidence de la République. Mais vous voyez bien que ça pose des problèmes de conflit. Vous n'en voulez pas? Mais non, c'est pas que je n'en veux pas, je dis simplement que ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Depuis que l'IGF a quitté les finances pour la présidence, on a l'impression qu'elle est devenue de plus en plus efficace. Oui, mais non, parce que l'IGF a des compétences de police restreintes. Ce sont des OPG à compétences restreintes. Donc le président de la République aussi, puisque c'est rattaché à l'institution. Or, le président de la République, en vertu de la séparation des pouvoirs, ne peut pas avoir des compétences de police. Donc ça, ce n'est pas possible. Et c'est la même chose pour l'ANR, par exemple, qui est aussi rattachée. Hein, donc le président de la République a 2 fois des compétences de police. Donc il a des compétences de police avec l'IGF et des compétences de police avec l'ANR. Donc ce n'est pas normal. Mais ça, ce n'est pas la faute de Félix Tshisekedi. Il a trouvé la situation comme ça. Mais ce sont des choses... Il l'a changé. Bien sûr. Et il est souhaitable qu'il la change parce que c'est ce genre de choses qui nous fait baisser dans les classements. Hein, pour la démocratie, vous comprenez? Parce que quand le service de renseignement est rattaché à la présidence de la République, il est évident que dans les classements, on tombe. Hein, ça, c'est clair. Hein, donc, il faut absolument qu'on puisse changer ça. Il y a beaucoup de choses aussi. Alors, M. Ngoulou, que dire de l'article 217? Vous l'avez évoqué, mais lapidairement, là. Est-ce que l'article 217, d'après vous, pose problème? L'article 217... Dois-je le lire pour vous rafraîchir la mémoire? Non, je le connais de tête, mais la République démocratique du Congo est une et indivisible. Hein, donc ça, c'est dans l'article 1er. Donc elle est une et indivisible. Ça, c'est une chose. Bon, c'est un article qui est généralement là, on l'a vu dans la Constitution 64 et dans certains pays dans des variantes. C'est pas une nouveauté. Hein. Non, dans certaines variantes de cet article. C'est une vieille disposition. C'est un article qui permet de nouer des alliances, des traités, de la cohésion africaine. On peut le reformuler. Je pense que sa formulation... c'est la formulation qui pose problème. Oui, je pense que... Qui laisse à désirer. Je pense que le président de la République n'a pas tout à fait tort. Il y a un article similaire aussi dans la Constitution française, mais on peut le reformuler. Le 217, on peut le reformuler. Hein, parce que la France a un article similaire où elle dit qu'elle est tout à fait disposée à nouer des associations avec... ou à céder une partie de sa souveraineté. Non, elle ne parle pas de céder une partie de sa souveraineté, mais dans les faits, c'est ce qui se passe quand la France est dans l'Union européenne. Il est évident qu'il y a une partie de la souveraineté qui part dans l'Union. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que c'est une union. Hein, c'est comme aux États-Unis, vous avez des États et puis vous avez l'union de ces États. Donc ça ne doit pas nous intimider. Mais il y a toujours... Ce n'est pas cet article-là qui est le vrai problème de la Constitution. Le vrai problème de la Constitution, comme je l'ai démontré dans l'article de l'article, c'est le problème de l'organisation de l'État. C'est l'organisation de l'État. Ça, c'est vraiment très important. Et l'article 10 vous dérange? Parce que la forme juridique de l'État... Hein, la forme juridique de l'État, c'est ça qui est très important, la forme juridique. Et si déjà là, on ne sait pas si on est fédéral, décentralisé, monarchie... nous ne sommes pas dans un État fédéral. Oui, mais ça, c'est clair. Oui, mais OK. Alors, alors, si vous aviez lu, par exemple, l'article 3 à l'article 4, on parle d'État fédéré, vous auriez dit, mais comment est-ce possible? Puisqu'on ne le dit pas dans la forme juridique de l'État. On doit le dire. Si nous sommes un État décentralisé, il faut qu'on nous le dise directement, clairement. Et alors, à ce moment-là, nous allons,
on oriente les choses, on organise. En tout cas, on ne doit pas jouer à la devinette. Non, le fonctionnement du pays est donc organisé pour cette décentralisation, par et pour la décentralisation. Mais c'est un processus. La décentralisation, on n'impose pas ça comme ça du jour au lendemain en disant on est décentralisé. Non. Non. Et d'ailleurs, je vous dis que dans la Constitution, vous ne trouverez même pas le mot décentralisation. Vous ne le trouverez pas. Vous pouvez chercher, vous ne le trouverez pas. Vous trouverez décentralisé. Qu'est-ce qui s'est passé? Les rédacteurs ont-ils eu peur? Mais parce que c'est une constitution qui a été rédigée. Ils n'ont pas voulu l'exprimer clairement. Voilà. Vous aviez des tendances, des gens qui étaient des fédéralistes, des gens qui étaient plutôt favorables à la décentralisation. Alors, des gens nous ont qui étaient laissé dans un flou artistique. Un flou artistique en nous sortant des entités comme ça décentralisées, ex abrupto, ça veut dire comme sorti ça, de nulle part. Sorti de nulle part, et on ne sait pas, ça n'est pas prévu dans l'organisation, c'est pas normal, on ne peut pas agir comme ça. En légistique, on ne fait pas ça. Hein, vous verrez. Le problème de la forme juridique de l'État pose problème. Mais oui. On doit préciser déjà. Mais oui, parce que sinon, S'il y a comment. révision. Mais l'État met en œuvre les politiques publiques. Mais il faut une forme juridique claire, une organisation claire. Comment il le fait? Si c'est fédéré, si c'est un État fédéral, ben les États ont leurs prérogatives, ils vont faire tout ce qui dépend d'eux. Hein. Et puis, il y a quelques prérogatives qui sont confiées à l'État au gouvernement central, oui. la diplomatie, l'État fédéral, la guerre et des choses comme ça. Battre la monnaie. Battre la monnaie. Vous avez dans les États en Amérique, ils ont des cours suprêmes aussi. Ils ont même leur constitution. C'est une union d'États, c'est clair. C'est clairement dit, c'est une union d'États. Donc, on n'est pas étonné. Tandis que chez nous, on nous parle d'entité territoriale décentralisée sans nous dire ce que c'est. Et il n'y a nulle part un titre, donc un chapitre, qui explique clairement la vocation de ces entités territoriales décentralisées. Non, mais ça a été complété par une loi sur la décentralisation, M. Ngoulou. Qu'est-ce que vous ne voulez pas comprendre? La Constitution ne peut pas tout prévoir. Non, la loi sur la décentralisation, la Constitution parle de cela. Oui. Parce qu'elle est mal rédigée. Puisqu'elle doit, avant d'en parler, elle doit le prévoir dans la forme et l'organisation de l'État. Avant même que de parler d'une loi organique qui va faire ceci ou cela. Vous comprenez? Une constitution, vous pouvez avoir une constitution avec 2 articles. Seulement. Oui. Celle américaine n'en a que 7. Non, mais je vous dis comment... Vous pouvez avoir une constitution où on dit simplement la République démocratique du Congo est une république. Laïque, solidaire, indivisible, tout ce que vous voulez. Hein? La forme de l'État, par exemple, est la décentralisée. L'État est décentralisé. Ça, c'est l'article 1. Article 2, toutes les dispositions subséquentes seront prises par des lois organiques. Point. Vous avez une constitution. Vous avez une constitution de 2... Oui, hein. Oui, vous avez une constitution de 2... Vous avez oublié d'énumérer les institutions de la République. Ça doit aussi être dans la Constitution. Ça peut être pris... Ça, c'est pas important. Ce qui est obligatoire dans une constitution, c'est la forme et l'organisation. Le reste, ça peut être renvoyé à des lois organiques. C'est la théorie qui le dit. Donc, on n'a absolument pas besoin, de mettre tout dans une constitution. Comme je vous l'ai dit, les Allemands commencent par énumérer les droits. Et puis après, mais directement, quand ils entrent dans le titre 2, article 1er, ils vous disent c'est une fédération. Et tout ce qui suit, c'est pour mettre en œuvre cette fédération, mettre en œuvre l'union, mettre en œuvre la monarchie constitutionnelle, mettre en œuvre la monarchie parlementaire, mettre en œuvre la décentralisation. Vous voyez? Et apparemment, nous avons beaucoup de problèmes avec cela. Et le président de la République s'en est rendu compte puisqu'il a remarqué les difficultés. Il appelle ça des difficultés de fonctionnement. Il a tout à fait remarqué qu'on ne pouvait pas continuer comme ça. Donc il faut une réflexion profonde sur la mise en adéquation de la Constitution avec les réalités congolaises, les possibilités congolaises, le niveau de développement et les ressources générées par le Congo. On ne peut pas se permettre d'adopter une organisation qui dépasse les moyens de l'État. Aujourd'hui, si vous allez au ministère des Finances,
tout le monde s'arrache la tête parce que toutes les provinces demandent ceci, demandent de l'argent pour ceci, pour cela. Elles ne produisent pas. Alors, M. Ngoulou, parce que nous devons atterrir. Quand vous mettez tout ça dans un moule, au finish, qu'est-ce que vous voulez produire? Qu'est-ce que vous voulez faire sortir? Mais le président de la République a eu raison de soulever les questions, les problèmes du fonctionnement de l'État. Maintenant, il faut que tous ensemble nous réfléchissions. À réfléchir. Donc, la société civile, les confessions religieuses, les intellectuels, les juristes, les économistes, les philosophes, pour arriver à quelque chose. On doit faire de larges consultations populaires en disant à la population, voilà la Constitution, voilà en quoi, ici, là, là et là, elle est mal rédigée ou inadaptée. Non, mais M. Ngoulou, si c'est juste une simple révision, mais ça doit se faire au niveau du Parlement. Non, c'est une des voies. Intéresser autant les Congolais. Parce que le président... Ça s'est fait avec Joseph Kabila, il n'y a pas eu cette agitation. Oui, mais non, mais le président de la République... Qu'est-ce qui se cacherait derrière cette mobilisation? Félix Tshisekedi est plutôt partisan d'un référendum et il a raison. Il faut que les Congolais s'approprient tous la réflexion. Référendum pour une révision, que ça soit clair. Mais oui, parce qu'il y a deux façons de le faire. On peut le faire par voie parlementaire ou par voie référendaire. Mais le président de la République a raison de vouloir impliquer la population. Parce qu'il faut qu'on montre aux Congolais les failles. Et on leur dit clairement, ça, on ne peut pas le faire. Ça, c'est mal rédigé. Parce que la mauvaise rédaction... Dans la théorie constitutionnelle, la mauvaise rédaction est un motif de révision. Donc il y a aussi une mauvaise interprétation. Mais oui, parce qu'on nous demande de mettre en œuvre quelque chose qu'on ne peut pas mettre en œuvre. La décentralisation à notre stade de développement. Et la forme de l'État ne prévoit pas, la Constitution ne prévoit pas la décentralisation comme organisation de l'État. Elle doit le dire en liminaire, directement. On ne peut pas le découvrir dans le texte. Et ça, c'est un vrai problème. Ça annonce des tiraillements. C'est une constitution qui a été rédigée par des gens qui étaient encore traumatisés par le post-conflit. Ils étaient juste au sortir de la guerre. Il y avait des 1+4. Chacun voulait mettre son petit truc à lui, que machin. Et puis, aussi dans l'idée... Chacun avait ses garde-fous. Et aussi l'idée, on voit dedans, quand on lit... Parce que c'était des belligérants, chacun avait l'idée, si vous voulez, de consolider un petit peu son fief avec une autonomie, une liberté d'administration, autonomie de gestion, vous voyez un petit peu. Donc chacun avait ce petit projet. Chacun voulait avoir son petit royaume. Ce petit projet-là de dire, ok, moi je suis chez moi. Je vais contrôler. Donc on le sent, ça se sent. On sent qu'il n'y a pas eu de consensus. On sent qu'il n'y a pas eu de consensus. Pour la réécriture ou la reconstitution. Oui, la reconstitution de l'État s'impose. La reconstitution de l'État, c'est-à-dire la révision des articles qui sont autant de failles, des articles qui ne favorisent pas le fonctionnement harmonieux de l'État. Une réflexion aussi s'impose profondément pour que nous adoptions la meilleure organisation possible eu égard à nos moyens et à notre stade de développement. D'où la commission interdisciplinaire promise par les chefs. Je ne sais pas s'il faut une commission, mais ça c'est lui qui... Mais cette réflexion se fera où? C'est pas sous les manguiers. Moi, je dirais un cadre de réflexion, mais ce cadre doit être vaste et large. Doit être vaste et large. Multidisciplinaire. Il faut d'abord montrer avant tout, il faut d'abord expliquer aux Congolais les failles et les faiblesses de la Constitution. Prenez l'article 220. Il verrouille un certain nombre de dispositions. Ouais. Il verrouille la réduction des prérogatives des entités. Prérogatives des provinces. Des entités territoriales décentralisées. La durée, les Mais nombres comme je l'ai dit, cet article verrouille à tort parce qu'il n'est pas prévu dans la forme de l'État l'organisation décentralisée. Ce n'est pas prévu à l'article 1. On ne peut pas le découvrir. On verrouille quelque chose qui n'existait pas. Qui n'a pas été explicite. Ce n'est pas explicite. Si vous avez un texte,
Vous découvrez après, quand vous parle d'État fédéré, vous allez dire, oui, mais bon, mais comment? Où on dit que c'est une fédération? Mais voilà, il faut qu'on le dise que c'est une fédération. Si on ne le dit pas, on ne peut pas découvrir dans le texte qu'il y a des États fédérés. Ce n'est pas possible. Hein, donc, il y a un certain nombre de problèmes, il faut y réfléchir. Il ne faut rien imposer, il ne faut pas y aller avec à la hussarde, tambour battant et tout bousculer sur les choses, mais il faut vraiment un travail de fond de 6 mois, d'1 an, de réflexion approfondie pour qu'on fasse comprendre aux Congolais que la plupart de leur malheur, de leur misère, vient du fait que la décentralisation telle qu'elle est appliquée maintenant est très coûteuse, budgétivore excessivement, et c'est ça qui fait qu'on ne parvient pas entre les provinces qui font à peu près n'importe quoi de leur côté, hein, et le gouvernement central. On a l'impression, quand on est à Kinshasa, qu'il y a un gouvernement central qui se réunit tous les vendredis, et quand on vit en province comme moi, on ne voit pas les effets des réunions du Conseil des ministres central. On ne voit pas les effets. C'est le gouvernement central qui est souvent en conflit avec l'Assemblée provinciale. Mais on ne le voit pas. Il y a beaucoup d'autres problèmes qui doivent être... Ngoulou, un dernier qui est très important, parce que celui-là, j'y tiens, c'est que dans le régime semi-présidentiel... Qui est le nôtre? Oui, le président du Parlement ne peut pas être le deuxième personnage de l'État. Ce n'est pas possible. Parce que ce n'est pas le Parlement qui dirige la politique de la nation. Le Parlement, c'est un organe de contrôle. Oui. Le Parlement fait des propositions de loi, mais normalement, c'est le Premier ministre qui doit être le deuxième personnage, puisque c'est lui qui dirige la politique de la nation. Ah oui, c'est lui le chef du gouvernement. Oui, et le chef aussi dans la majorité qui est au Parlement, c'est évident. Donc, et il en découle, en France notamment, que l'agenda parlementaire doit être fixé de manière paritaire. C'est-à-dire? Mais les lois, les votes des lois doivent être fixés de commun accord, parce que le gouvernement qui dirige la politique de la nation a ses projets de loi à lui, dont lui a besoin. Et les parlementaires ont leurs propositions. Mais il faut que l'agenda soit fixé. Ce qu'on observe depuis 2006, c'est que vous avez un Parlement qui vote ses lois, et qui n'appuie pas le programme du gouvernement de manière suffisante. On a l'impression que c'est deux entités qui travaillent tout à fait de manière parallèlement, oui. On vous sort une loi, on nous avait sorti des lois de père et de mère, on dit, mais oui, mais ça sort d'où ça? Parce que, on veut bien, les parlementaires ont l'initiative aussi, des propositions, mais c'est contrôlé. En France d'ailleurs, auparavant, c'est le gouvernement qui fixait l'agenda. Et puis, on a temporisé, mais il n'y a pas si longtemps, une vingtaine d'années, maintenant c'est paritaire. Ils s'entendent, ils fixent un agenda, le gouvernement a ses lois, etc. Il y a beaucoup de suspicions sur cette question. Les Congolais ne sont pas convaincus. Il y a une bonne frange qui ne veut même pas attendre parler, que ce soit de la révision ou même du changement. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces Congolais-là? Et ça sera également votre conclusion. Il faut de la pédagogie, il faut dire la vérité, il faut dire que cette constitution-là présente des difficultés de mise en œuvre. Il faut leur expliquer, il ne faut pas leur imposer, parce que c'est le souverain primaire. Il faut expliquer en quoi certaines dispositions de la Constitution rendent le pays non fonctionnel, rendent les institutions non fonctionnelles, inefficaces. Il faut le leur expliquer. Autrement dit, ce sont les dispositions constitutionnelles qui nous empêchent d'avoir des belles routes, l'eau et l'électricité, des bonnes écoles, des bons hôpitaux. C'est la Constitution. Certaines dispositions, parce que si je vous ai dit que la Constitution, c'est d'abord une forme et une organisation. Si l'organisation n'est pas adaptée à votre niveau de richesse et de développement, vous n'arriverez à rien. Et la décentralisation n'est pas adaptée à notre niveau de richesse et de développement. Donc on doit trouver quelque chose d'autre qui satisfasse tout le monde, mais qui soit cohérent avec les moyens disponibles. Et ces moyens, vous le voyez, sont faibles. Caisse de péréquation, il n'y a pas. Qui ne fonctionne pas. Il n'a jamais fonctionné. Mais une constitution qui, 20 ans, je crois qu'on est on va arriver bientôt, on est quoi, 2006, bientôt on est à 18 ans, dont certaines de ces points... Bientôt 19 ans.
Voilà, donc certains de ces points, de ces dispositions ne sont pas appliqués parce que non applicables. C'est une constitution qui ne correspond pas aux réalités. Et à ce moment-là, il faut que nous soyons derrière et avec le président de la République pour réfléchir ensemble, de manière apaisée, de manière pacifique, mais que les problèmes posés par ce texte soient relevés, notamment la question de l'organisation et du fonctionnement de l'État. Monsieur Ngoulou, Léon, troisième du nom, c'était à la fois un plaisir et un honneur de vous recevoir, mais je sais que ce n'est pas la dernière fois. Là, vous venez là de lancer les débats. Et je crois que très bientôt, on va encore vous retrouver pour approfondir cette question, n'est-ce pas? Mais pour le moment, je vous dis au revoir. Vous pouvez... Messieurs et dames, c'était donc Monsieur Léon Ngoulou. Il a été suffisamment clair. Il a dit ce qu'il pense de ces débats autour du changement, de la révision de la Constitution. Lui parle plutôt de la reconstitution de l'État. Il y a certaines questions qui dérangent, certaines questions qui fâchent dans cette Constitution de 2006, et cela appelle à une réflexion sans tabou de tous les Congolais. Mon plaisir est de vous retrouver très vite dans une nouvelle édition des Enjeux avec les mêmes et réels plaisirs. Au revoir.